Alors, on poursuit cette fois-ci avec Émilie. Bonjour. Allô? Agente de développement, bien sûr, pour la MRC. Et on va parler de sécurité alimentaire. Oui. Donc, Et dans cette période des fêtes, effectivement, on en entend beaucoup parler, là. oui, on entend effectivement plus parler qu'à d'autres moments de l'année. Or, le problème de l'insécurité alimentaire, ça n'arrive pas juste dans la période des fêtes, évidemment. Les gens qui vivent ce problème-là, puis là, on va pouvoir le décrire un peu plus, vont le vivre souvent à l'année. On voit vraiment une augmentation là, dans les années, malheureusement. Parce qu'une famille normale est en sécurité alimentaire, mais il y en a plusieurs qui vivent l'insécurité. Oui, donc la différence entre les deux, c'est assez quand même évident. Quand on est en situation de sécurité alimentaire, c'est qu'on a suffisamment d'aliments pour se nourrir sainement. Tu sais, si on le résume, là, évidemment, on pourrait donner une grande définition, mais essentiellement, c'est ça. Donc, quand on vit de l'insécurité alimentaire, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'aliments sains là, pour se nourrir là, au quotidien. Le mot sain est important. Oui, absolument. Parce qu'on a plein d'aliments, mais qui sont non intéressants dans le terme nutritionnels, oui, voilà. effectivement. Donc, dans Charlevoix, ce qu'on a vu avec les années, puis vous savez, il y a quand même une problématique de pauvreté, d'exclusion sociale, et qui dit pauvreté dit souvent insécurité alimentaire. Ce qu'on voit avec les années, c'est une augmentation de la problématique de l'insécurité alimentaire. Puis on voit également que le visage de ceux et celles qui ont faim change un peu. Entre autres, on va retrouver de plus en plus de travailleurs à temps plein, par exemple au salaire minimum, qui vont aller chercher là, en fait, des paniers dans les distributions alimentaires. Donc, on a deux ressources qui vont distribuer, en fait, des aliments dans Charlevoix. Il y a le Centre communautaire pro-santé ici, dans l'Ouest, et il y a le SAAB, le service d'aide alimentaire et budgétaire, là, dans l'Est, qui va également distribuer de la nourriture aux gens qui se retrouvent en situation d'insécurité alimentaire. Parce que là, on vient de vivre la période de la Grande Guignolée. Oui. Hier, on est allé faire un tour, effectivement, au centre communautaire. C'était de départager les différents aliments qu'ils avaient reçus. Oui. Il y en a beaucoup. Oui. Finalement, on parle de quoi? D'une centaine de familles, je pense, qui vont être soutenues pendant la période des fêtes avec ça? Les paniers de Noël, effectivement, c'est une centaine de paniers, là, tant du côté ouest que du côté est de Charlevoix. Là, et pendant l'année, c'est à peu près 400 personnes qui vont fréquenter chacune des ressources. On sait, là, évidemment, les statistiques ne sont pas sorties pour l'année 2016, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une augmentation de 40 % dans l'Est. Donc, c'est énorme comme augmentation là, du problème de la faim. C'est beau de dire qu'on vit une insécurité, mais une fois qu'on est dedans, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent surgir. Le stress, la malnutrition, bien sûr, découragement, tout ce qu'on peut vivre autour de ça, là. Absolument, tu sais, puis on le sait, les problématiques, hein, on parle d'insécurité alimentaire aujourd'hui, mais évidemment, quand on n'a pas suffisamment de revenus pour répondre à ses besoins alimentaires, souvent on a des difficultés au niveau du logement, on a des difficultés au niveau du transport, on peut avoir aussi des difficultés à se trouver un emploi parce que, bon, les besoins essentiels ne sont pas comblés, puis évidemment, ça entraîne un paquet de stress. Donc, tout ça est interrelié et je pense, puis en fait, j'en suis convaincue, c'est important de continuer de travailler sur chacun de ces problèmes-là, mais il faut aussi lutter contre la pauvreté plus globalement. Puis à l'origine de ça, c'est souvent une insuffisance de revenus. Donc, on le sait, il y a des groupes au Québec qui travaillent pour une augmentation du salaire minimum parce que présentement, le salaire minimum ne permet pas de répondre à ces besoins essentiels là, quand on creuse un peu plus. Donc, il faut aussi travailler sur les problèmes de fond. Puis c'est pas typique juste à Charlevoix, là. Ça, c'est quand même généralisé, mais je regarde dans la grande région de la capitale nationale, Charlevoix est quand même peut-être la région la plus défavorisée de toutes ces régions-là. Oui, bien, il y a des études qui ont été faites. Là, on parle, c'est quelque chose qui va te sembler familier, Jérémy, là, mais on parle d'un indice qui s'appelle l'indice de défavorisation sociale et matérielle. Ici, on sépare la grande région de la capitale nationale en 10 sections. Charlevoix, on se retrouve en dernière position, même en arrière des quartiers centraux comme Saint-Roch et Saint-Sauveur. Évidemment, les choses évoluent. Du côté ouest, on a vu des petites améliorations là, sur le plan de cet indice-là. Du côté de l'est, il y a encore des grosses problématiques de pauvreté, mais on se retrouve quand même en dernière position. Puis pourtant, on voit très peu la pauvreté si on compare avec d'autres. Tu sais, on l'a beaucoup plus moi, visible j'ai à vécu Saint-Roch, longtemps dans la grande ville, à Montréal, puis sur les coins de rue, là, continuellement, tu te fais achaler par des itinérants.
Tu t'en vas à Toronto, puis je veux dire, le monde dorme sur le coin de la rue avec le panier d'épicerie rempli de leurs effets personnels. Ça dort là. Tu es dans une ville, tu regardes ça, tu te dis, waouh, où est-ce que je suis là? C'est caché aussi parce que les gens, on l'a déjà mentionné à plusieurs reprises, mais en ville, les gens ont plusieurs ressources, sont habitués, ont une certaine habitude, si on parle de Saint-Sauveur, c'est vrai qu'on a des habitudes d'aller vers les organismes. Puis, il y a moins de gêne ici. Les gens, on se connaît tous, sont plus gênés. Moi, j'ai vu des gens qui veulent pas se faire reconnaître, etc. Donc, c'est un mécanisme qui est encore plus difficile pour aller les rejoindre. Puis en plus de ça, je pense au niveau d'alimentation, ce qui est un problème, c'est qu'on le voit aussi, c'est que les gens, c'est plus difficile pour eux d'aller chercher une alimentation qui est saine parce que, tu sais, en ville, on est quand même, souvent à pied, on est capable, ou tout près, on est capable quand même habituellement d'aller chercher de l'alimentation là, dans des supermarchés. Tout ça ici, on voit à Petite-Rivière, le dépanneur, je veux dire, offre quand même une certaine variété, mais c'est pas celle qu'on retrouve dans les épiceries. On peut faire le même exercice à d'autres endroits là, au niveau de Charlevoix. Puis en plus, les prix sont souvent beaucoup plus élevés dans un dépanneur pour la simple raison que le dépanneur doit lui... Il y a moins de volume. C'est ça, il y a moins de volume, etc. Donc là aussi est la problématique, tu sais. On parle souvent de désert alimentaire, puis tu viens de bien le nommer. C'est qu'ici, dans Charlevoix, si tu n'as pas de voiture, s'il n'y a pas d'épicerie dans ton coin, quand même avec des prix abordables, tu peux vraiment te retrouver dans une situation là, de détresse alimentaire pour pouvoir répondre à tes besoins. Alors qu'en ville, bien, il y a plusieurs ressources qui vont offrir de l'aide alimentaire de différentes natures. Donc, les gens peuvent se promener d'une ressource à l'autre pour réussir à combler leurs besoins essentiels. Est-ce qu'on peut dire que c'est une légende urbaine de dire que les pauvres en région sont moins pauvres que les pauvres en ville? Non. C'est-à-dire que, oui, c'est une légende urbaine, là, évidemment, là, ou une légende rurale, là, mais c'est certain qu'ici, la pauvreté est beaucoup plus cachée. On a parlé de la honte, ou, présentement, on est en train de déployer une campagne là, que vous entendez peut-être à la radio sur CHO, là, mais personne ne devrait avoir honte de demander de l'aide, là, d'essayer de déconstruire là, ce mythe-là du non-recours, là, tout ce qui entoure le non-recours, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des besoins, mais qui ne fréquentent pas les ressources. Donc, il faut absolument là, travailler sur cet enjeu-là dans Charlevoix. Là. Est-ce que c'est dû aussi foncièrement au tissu économique? On sait que Charlevoix est très touristique. Qui dit touriste dit saisonnier. Alors, par le fait même, par rapport à la ville où les emplois sur les 12 mois par année sont plus présents que dans une région comme la nôtre? Effectivement, le contexte économique ou le type d'emploi qui prédomine dans Charlevoix est beaucoup en lien avec l'industrie touristique. C'est souvent une industrie qui crée des emplois qui sont saisonniers, qui des emplois au salaire minimum aussi. Ce n'est pas uniquement ça, mais il y a quand même cette réalité-là dans Charlevoix. On sait que dans les banques alimentaires, la période là, qui précède juste les premiers chèques de chômage est une période où il y a beaucoup de gens, donc il y a des travailleurs là, qui se retrouvent dans les ressources alimentaires. Donc, effectivement, c'est clair là, que ça a une influence sur le problème. Comment qu'on peut combattre ça? Y a-t-il des solutions? Bien, il y a plein de solutions. Là. Je pense que, puis tu sais, j'ai envie de citer, là, on parlait, en fait, le bilan fin du réseau des banques alimentaires du Québec révèle là, qu'il y a vraiment une augmentation de la fréquentation des banques alimentaires. On parle de 400 000 personnes qui ont recours à des services à chaque mois au Québec. À chaque mois? C'est énorme. 400 000. Donc, et même le réseau des banques alimentaires affirme la nécessité de travailler à des politiques et des programmes publics très forts pour agir sur les causes de la pauvreté. Donc, on parle ici de l'insuffisance du revenu, du salaire minimum. Effectivement. Donc, oui, effectivement, il faut donner des aliments, il faut contribuer, entre autres, à ce qu'on appelle la guignolée des médias, mais ce n'est pas suffisant. Il faut contribuer aussi, ici, dans Charlevoix, les partenaires, les acteurs agroalimentaires contribuent énormément à soutenir le réseau d'aide alimentaire. Donc, il faut continuer à travailler à ce niveau-là, mais il faut également s'attaquer aux causes. Effectivement, au-delà de dire qu'on donne pendant la guignolée, qui je veux dire, est essentiel là, de pouvoir donner des aliments et tout ça, mais je pense qu'à travers ça aussi, il faut travailler au niveau des politiques. Puis, entre autres, avec le salaire minimum, je pense que c'est très important de l'augmenter parce qu'au bout du compte, on va tout le temps donner, mais si au bout du compte,
on n'améliore pas les conditions de vie de ces gens-là au niveau, entre autres, du salaire, bien, il va y avoir toujours de plus en plus de demandes, etc. Donc, on ne comblera pas le problème. Il va y aller toujours en augmentant. On le voit à chaque année, c'est de plus en plus de monde. Et on peut y avoir un point critique à un moment donné où là... Ben, le point critique est déjà atteint. Puis, si les gens qui sont dans cette misère-là se révoltent pas, c'est qu'ils sont tellement en survie qui n'ont pas le temps de pouvoir là, vraiment critiquer ou essayer de s'affirmer au niveau de ce point-là. Puis, parce qu'ils sont désorganisés aussi. Oui, c'est ça. Ben, c'est que les gens sont tellement en état de survie qu'ils ne pensent même pas à demain. Là. Ils pensent qu'il faut qu'ils se nourrissent, qu'il faut qu'ils puissent aider leurs enfants, etc. Donc, c'est pour eux, c'est difficile de se sortir de ça. Puis c'est pour cette raison-là que les organismes doivent justement là, pouvoir les aider à ce niveau-là. Absolument. Et moi, Émilie, je pense, là, Oui. moi, là, j'ai des enfants. Okay? Puis, il y a plusieurs auditeurs qui en ont des enfants. Et moi, ça vient me chercher de savoir qu'il y a des jeunes enfants, que c'est le temps de Noël, OK, qui réussiront pas, peut-être qu'ils n'auront pas tous des jouets, mais de manger, là, manger comme il faut, puis que, mettons, moi, on est sollicité de partout pour donner, puis ça, hein, mais juste là, de dire, là, j'ai aidé un enfant à manger correctement le soir de Noël, puis prendre l'effort d'aller, le centre communautaire pro santé, on en a parlé tantôt, c'est à Baie-Saint-Paul. Mais aller plus loin, c'est entre le magasin de bonbons, puis Joe Smoke Meat, la rue, là, vous rentrez là, le centre communautaire est là. Allez porter quelque chose, puis vous allez vous sentir bien de l'avoir fait, puis vous allez aider quelqu'un, parce que c'est important. Ouais, on parle de politique puis tout ça. Moi, je suis un gars de terrain. Les politiques, c'est important, mais j'haïs ça. J'aime pas ça. C'est juste de dire, si on est capable de faire un effort, chacun de nous autres, à y aller, puis on y va, ben, dans nos localités, maudit, on va aider le monde, puis on va être capable de faire quelque chose. C'est une façon de contribuer, effectivement. Puis pendant la période de Noël, je pense que c'est important, là, déjà, d'augmenter notre solidarité envers ceux et celles qui ont faim. Mais quand on parle de travailleurs à temps plein, deux parents là, qui travaillent à temps plein, tous les deux, qui vont se retrouver dans une banque alimentaire avec tout ce que ça retrouve pour arriver à fournir une nourriture suffisante à leurs enfants, moi, je pense qu'il y a un problème. C'est donc un problème qui exige également des mesures politiques et des mesures qui sont plus structurantes à un autre niveau, là, parce que, effectivement, là, je pense qu'il y a une question aussi de dignité humaine, puis se retrouver systématiquement dans des banques alimentaires pour compléter, là, dans le fond, notre épicerie, là, c'est pas viable à long terme. Faut essayer de penser les choses aussi, je pense, un peu autrement. C'est pour ça qu'il faut en parler. Puis ce qui se passe chez vous, ça se passe chez nous, hein, par le fait même. Ouais. Merci, Émilie. Ça fait plaisir. Et puis nous, on fait une petite pause, puis on vous revient après, juste pour la conclusion.